Salut tout le monde, du coup je vais vous présenter la correction de l'exercice 3 de la matinée des kinés. Donc c'était un exercice qui concernait les moments de force et les calculs de ratio. Donc je vais commencer par vous lire rapidement l'énoncé. Donc Schtroumpf Claquette est passionnée par le cirque. Afin d'élever son niveau artistique, elle doit réaliser un programme de renforcement de ses quadriceps. Pour cela, elle utilise une chaise à quadriceps. Donc on nous donnait que G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Donc la partie 1. La manière dont Schtroumpf Claquette réalise son renforcement de ses quadriceps peut être schématisée de la manière suivante. Donc là, on vous donne les schémas. Et donc, on nous dit qu'on sait que la distance entre le genou et le point d'application du poids de la jambe de Schtroumpf Claquette est de 31 cm et que la distance entre son genou et son pied est de 53 cm. Puis, on sait que le poids de sa jambe est de 3,25 kg et que le poids de son pied est de 1,015 kg. Enfin, Schtroumpf Claquette utilise une résistance de 5 kg qu'elle place au niveau de son pied. Alors, la première question était, quel est le type de levier mis en jeu? Donc là, ici, c'était un levier interpuissant, donc ou intermoteur ou interforce, car en effet, la force se situe entre le point d'appui et la résistance. Donc le point d'appui correspondait à notre genou et la force correspondait à la force générée par le muscle quadriceps. Et la résistance correspond au poids de la jambe. Donc on en arrive à la question 2. Donc quel est l'angle alpha où le moment de force total sera maximal? Et calculer ce moment de force maximal. Donc pour que le moment de force soit maximal, il faut que le bras de levier soit le plus grand possible. Donc ainsi, c'est avec un angle alpha de 0 degré que ce bras de levier sera maximal. Le moment de force se calcule par la formule M égale la force multipliée par le bras de levier. Donc l'unité du moment de force, il faut bien faire attention, c'est des newtons-mètres et non des newtons par mètre. Donc, avant de calculer un moment de force, il faut bien s'assurer que la direction de la force et le bras de levier soient bien perpendiculaires. Donc, dans le cas où l'angle alpha est égal à 0 degré, ils sont bien perpendiculaires entre eux, donc on peut appliquer directement la formule, sans passer par des calculs intermédiaires. Donc, pour calculer le moment total, il fallait prendre en compte la somme du moment de la jambe, du pied et de la résistance, en sachant que la résistance était placée au niveau du pied, donc ce qui a pour conséquence que les bras de levier du pied et de la résistance étaient les mêmes. Donc pour calculer la force de la jambe, du pied et de la résistance, il faut utiliser la formule, donc on peut la décomposer par la masse multipliée par la G. Donc, et une fois qu'on rentre tous les calculs dans la calculatrice, on trouve un moment de force total pour un angle alpha de 0 degré qui était de 41,95 Nm. Donc pour cette formule, il fallait bien faire attention de convertir les centimètres en mètres pour les bras de levier et de ne pas oublier la résistance qui était placée sur le pied, bien évidemment. Donc maintenant, question 3. Quel est l'angle alpha où le moment de force sera minimal? Quelle est sa valeur? Donc pour que le moment de force soit minimal, il faut que le bras de levier soit le plus petit possible. Ainsi, c'est avec un angle de alpha de 90 degrés que le bras de levier sera minimal, puisqu'il sera égal à 0. Donc le bras de levier étant égal à 0, nécessairement le moment de force sera logiquement lui aussi égal à 0. Question 4. Calculer le moment de force de la jambe lorsque l'angle alpha est égal à 39 degrés. Quel est le moment de force total pour ce même angle? Donc, pour calculer un moment de force, il faut absolument que la force et le bras de levier soient perpendiculaires entre eux, pour un angle de 39 degrés. Ce n'est pas le cas, donc il faut utiliser la trigonométrie pour qu'ils deviennent perpendiculaires entre eux. Donc, l'idéal pour mieux se représenter les choses, c'est bien sûr de faire un schéma. Donc voilà ce schéma. Donc nous, on aura calculé en fin de compte, grâce à la trigonométrie, le
le nouveau bras de levier de la jambe et du pied de la résistance, puisque, je le rappelle une deuxième fois, le bras de levier du pied de la résistance sont égaux. Donc, une fois qu'on a calculé la force exercée par le poids des différents segments, donc on calcule d'abord la force de la jambe, donc en multipliant la masse de la jambe par G, donc on obtient 32,5 newtons. On fait de même pour le pied et la résistance, donc là on les additionne et on obtient une force de 60,15 newtons. Donc par la trigonométrie, on sait que le cosinus de l'angle alpha, c'est égal au bras de levier au nouveau bras de levier de la jambe divisé par le bras de levier de la jambe actuelle. Donc en isolant le nouveau bras de levier de la jambe, on obtient que c'est égal au cosinus de l'angle alpha multiplié par le bras de levier de la jambe initiale. Et on obtient un nouveau bras de levier de 0,24 mètres pour la jambe. Donc on fait de même pour le bras de levier de la... Donc on peut maintenant calculer le moment de force de la jambe. Donc en utilisant maintenant notre formule, moment de force est égal force fois bras de levier. Et on obtient un moment de force de la jambe de 7,8 Nm. Donc maintenant on va faire la même chose pour calculer le nouveau bras de levier du pied et de la résistance. Donc là, même formule, donc on a isolé le nouveau bras de levier du pied et de la résistance. Donc c'est toujours égal au cosinus alpha multiplié par le bras de levier initial, et on obtient un nouveau bras de levier pour le poids et la résistance de 0,41 mètres. Donc on peut maintenant calculer le moment de force totale. Donc le moment de force totale, ça va être égal au moment de la jambe plus au moment du pied et de la résistance. Donc le moment de la jambe, on l'a déjà calculé juste avant, c'était 7,8 Nm. Et le moment du pied de la résistance, on le décompose par la force multipliée par le bras de levier, ce qui nous donne le moment total qui est égal à 7,8 plus 60,15 fois 0,41. Et on obtient un résultat de 32,46 Nm pour le moment de force total. Donc on en arrive maintenant à la partie 2. Donc pour optimiser sa progression, Ström-Claquette décide de comparer ses résultats de l'évaluation concentrique et excentrique de ses quadriceps. Le mouvement considéré est une extension de genou. Donc là, vous avez les valeurs, les résultats de l'évaluation concentrique et excentrique du quadriceps droit, les résultats du quadriceps gauche, et on vous demandait, pour la question 1, de calculer tous les ratios conventionnels possibles pour les deux côtés. Alors, donc déjà petit rappel. Le ratio conventionnel, donc il se calcule par deux types de formules. Soit en divisant les muscles antagonistes concentriques par les agonistes concentriques, ou en divisant les antagonistes excentriques par les agonistes excentriques. Donc dans le cas d'une extension de genou, il faut bien définir qui est qui. Donc le muscle agoniste, ça va être le quadriceps, et les muscles antagonistes, ce seront les ischio-jambiers. Donc de plus, d'après les résultats de l'évaluation, on va pouvoir calculer 6 ratios conventionnels. Donc d'abord pour le côté droit, on va pouvoir en calculer 3. Donc le premier en divisant les ischio-jambiers excentriques à 60 degrés par seconde par le quadriceps excentrique à 60 degrés par seconde, ce qui nous donne 29 sur 55, et on obtient 0,53. Donc là, on va faire la même chose pour les ischio-jambiers en concentrique et le quadriceps en concentrique cette fois-ci, et on obtiendra 24 sur 49, ce qui va nous donner 0,49. Et enfin, on peut également calculer un troisième ratio conventionnel en divisant les ischio-jambiers concentriques à 180 degrés par seconde
par les quadriceps en concentrique à 180 degrés par seconde, ce qui nous donne 21/44 et un ratio conventionnel de 0,48. Donc là, pour le côté gauche, c'est exactement la même chose. C'est juste les valeurs qui vont changer. Donc là, on trouvait un premier ratio de 0,47, puis un deuxième de 0,49 et un troisième de 0,43. Et un petit moyen de vérifier que nos résultats sont bien cohérents, donc c'est de savoir qu'un ratio est forcément compris entre 0 et 1. Donc si on trouve une valeur qui n'est pas comprise en cet intervalle, c'est qu'on a forcément fait une erreur quelque part. Alors, donc la question 2, qui nous demandait de calculer tous les ratios fonctionnels possibles pour les deux côtés. Donc là, le ratio fonctionnel, il va se calculer par une seule et unique formule qui sera de diviser les antagonistes excentriques sur les agonistes concentriques. Au passage, il y a une petite faute d'orthographe ici. D'après l'énoncé de l'exercice, on pourra donc calculer deux ratios fonctionnels, un pour le côté droit et un pour le côté gauche. Donc on va commencer par calculer le ratio fonctionnel du côté droit. Donc il faudra diviser les ischio-jambiers excentriques à 60 degrés par seconde par les quadriceps en concentrique cette fois-ci à 60 degrés par seconde également. Ce qui nous donne 29/49 et un ratio fonctionnel pour le côté droit de 0,59. Donc pour le côté gauche, pareil, c'est la même chose, c'est uniquement les valeurs qui vont changer. Et là on aura 24/47, ce qui va nous donner 0,51. Donc là, oui, donc faut bien faire attention quand on calcule des ratios fonctionnels. C'est qu'il faut bien s'assurer que les résultats de l'évaluation des antagonistes et des agonistes soient bien réalisés à la même vitesse angulaire. Question 3. Existe-t-il une asymétrie pathologique? Pourquoi? Donc là, en fait, il fallait bien se rappeler de la définition d'une asymétrie pathologique. Donc, d'après le cours, une asymétrie pathologique, elle est définie par une différence supérieure à 10%. Donc là, j'insiste bien, entre deux groupes musculaires homologues. Par exemple, lorsque l'on compare le quadriceps droit avec le gauche, sur un même mode de contraction. Donc, les ratios conventionnels et fonctionnels, eux, sont calculés entre deux groupes musculaires antagonistes. Donc, on ne pouvait pas savoir s'il y avait une asymétrie pathologique avec les données de l'énoncé. Et la dernière question de cette partie 2 et de l'exercice 3, donc qui nous demandait de donner la définition de l'endurance en isométrique et en dynamique. Donc là, c'était du cours pur et dur. Donc, d'après le cours, l'endurance, c'est le temps pendant lequel un pourcentage de la force peut être tenu. Donc ça, c'est la définition en isométrique. Ou ça peut être également la quantification d'un nombre de répétitions. Donc là, lorsque l'on est en dynamique. Et voilà, et ça, c'est vos magnifiques tuteurs kinés qui vous attendent l'année prochaine. Bon courage!